Bonjour à toutes et à tous. Je viens de recevoir le top départ, donc on va pouvoir démarrer cette table ronde. Je commence par me présenter. Je m'appelle Michael Ravalek, je m'occupe de la direction économie éveil à IFPEN. Et donc, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette 13e édition des rendez-vous IFPEN de l'innovation. Alors, c'est un rendez-vous qui va être dédié cette fois-ci aux énergies renouvelables, à la flexibilité et au stockage massif d'électricité. Et on va se poser la question de savoir si ce trio, eh bien, c'est le trio gagnant. Alors, quand on parle de stockage massif d'électricité, de quoi parle-t-on exactement? C'est quoi le stockage massif? On peut voir ça en termes de forte capacité. Donc, par exemple, ça veut dire des capacités de stockage de plusieurs centaines de mégawattheures à plusieurs gigawattheures. On peut dire aussi forte puissance, donc au moins quelques centaines de mégawatts. Et on peut parler aussi de durée de réponse. Il faut qu'elle soit suffisamment longue, c'est-à-dire au moins quelques heures. Pour ce qui est de ce rendez-vous, donc, juste histoire de vous montrer un peu l'importance du sujet, c'est qu'aux derniers chiffres que j'avais eus, qui ne sont pas les derniers, vous étiez entre 400 et 450 inscrits déjà, ce qui est très conséquent. Et justement, ça montre toute l'importance de ce sujet. Je ne vais pas vous présenter les invités tout de suite, on va en parler juste après. Par contre, je vais passer la main à Pierre-Franck Chevet, qui est le président directeur général d'IFPEN. Et Pierre-Franck va introduire donc le débat. Bonjour à toutes et tous, ici et ailleurs. C'est un sujet important, le stockage massif d'énergie, et on parle d'électricité comme source première, dont on parle moins en France que dans d'autres pays, notamment, je pense à nos amis allemands ou nos amis britanniques. On en parle moins parce que par notre mix même, on a une capacité à assumer l'intermittence des énergies renouvelables avec le nucléaire, qui est pilotable, alors pas sans coût. Quand on dit que c'est pilotable, c'est pas juste des boutons qui se tournent. Le fait de varier la puissance d'un réacteur, ça a des conséquences aussi sur son endommagement. Donc, in fine, ça a un coût. Mais malgré tout, on a cette capacité-là. Et ça, c'est bien, c'est une chance. Au passage, dans cette version, dans cette manière de présenter les choses, on a l'impression que, heureusement qu'on a le nucléaire pour soigner tous les maux des énergies renouvelables. Ça, c'est une formulation un peu audacieuse que j'aime pas, parce qu'il y a un troisième acteur qui compte là-dedans. C'est nous, c'est-à-dire la consommation. C'est-à-dire nous aussi, on fait un peu n'importe quoi, on est un peu intermittent dans notre consommation. Donc, il faut en tenir compte. Au passage, je salue la réforme des heures pleines, heures creuses, etc., qui permet de faire quelque chose. On ne va pas trop en parler de ce sujet de la consommation que peuvent faire les consommateurs dans cet équilibre du réseau, mais c'est quand même un point extrêmement important. Il y a des choses à développer sur ce sujet-là. Alors, il y a des choses qu'on a déjà. Par exemple, nos chauffe-eau électriques sont un moyen, commandés, ajustés sur les heures pleines, heures creuses, sont un moyen aussi de faire quelque chose, quelque part, en termes de stockage. On peut imaginer d'autres choses qui ne sont pas totalement à l'ordre du jour, enfin pas à l'ordre du jour, qui ne sont pas d'application aujourd'hui. Notre capacité à s'effacer en tant que consommateur quand il y en a besoin pour le réseau, avec éventuellement un pilotage à distance, ça aussi c'est tout à fait envisageable, surtout dès lors que nos logements sont relativement étanches thermiquement. Ça c'est possible, c'est à notre main. Et puis avec le développement des véhicules électriques, le stockage, le vehicle to grid est aussi un moyen de faire des choses. Donc voilà, avant de parler de stockage massif, il faut aussi se poser la question, nous, sur notre capacité, quelque part, à faire face, quelque part, à compenser l'intermittence d'une partie de nos sources électriques. Alors la PPE, alors que l'on attend, mais on sait quand même ce qu'il y a dedans, elle prévoit en matière de stockage massif des choses assez importantes. On va jongler, à mon avis, toute la matinée entre les gigawatts, les gigawattheures. Là, je vais parler en puissance. Elle prévoit sur les steps à 10 ans, en 2035, à peu près un ajout d'1,5 gigawatt. Alors, gigawatt, on est en train de parler, en gros, un réacteur actuel, c'est un réacteur nucléaire, pardon. Actuel, c'est de l'ordre du gigawatt. Pour faire simple, donc 1,5 gigawatt de step, c'est pas mal. Ça va peut-être pas se passer si simplement que ça. Bon, c'est pas parce qu'on le dit que ça se fait. Il y a quand même des impacts des steps
sur l'environnement. Il risque d'y avoir des oppositions, mais c'est quand même pas rien, ça fait un réacteur et demi. Et même chose sur le 8 gigawatts. L'hydrogène. L'hydrogène, voilà. Et 8 gigawatts sur l'hydrogène, car là on parle de 8 réacteurs, équivalent de 8 réacteurs. Ça me paraît aussi très important. Je ne sais pas si on sera à la cible, mais en tout cas, voilà. Donc il y a des choses qui sont prévues. Je voulais juste, avant de finir mon introduction, souligner qu'il faudra quand même qu'on parle de questions de rendement. J'ai en tête notamment l'hydrogène, parce que la fabrication d'hydrogène, puis la reconversion dans l'autre sens pour faire l'électricité, il y a des rendements qui sont différents en fonction des technologies, et c'est important que l'on en tienne compte par rapport au déploiement. Je reviens à la PPE, il n'est pas prévu d'augmentation des stockages électriques, et pour une raison essentiellement de souveraineté, de maintien de la souveraineté de la France. On est, pour l'instant en tout cas, pas en capacité de produire des batteries. Alors ça vient, mais à court terme, on ne les aura pas. Néanmoins, restant sur le stockage électrique, la question de la réutilisation en seconde vie des batteries qui étaient sur des véhicules qui sont peut-être inaptes au service en véhicule à un moment donné, peuvent être utilisées aussi pour tamponner, enfin pour servir de stockage tout simplement d'énergie sur des parcs fixes, quels qu'ils soient. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'il faut avoir en tête. Et puis, il y a d'autres technologies. Je finirai juste sur un publi-reportage, mais ce n'est pas un publi-reportage. Que vient faire IFPEN là-dedans? Alors, il se trouve qu'on a la chance d'avoir l'Agence internationale de l'énergie là, à Paris, qui régulièrement sort un certain nombre de classements, notamment sur les activités de recherche, développement technologique, avec une vision mondiale. Et il se trouve qu'on est numéro 1, IFPEN, sur le stockage stationnaire. Alors, moi ça m'a surpris. Du coup, j'ai fait vérifier. On est numéro 1. On en parlera. Pour ce qui est des brevets. Oh, oui, pour l'instant. Pour l'instant. Numéro 1 en termes de... Effectivement, le critère qu'ils utilisent, c'est les brevets. Ce n'est pas les publications, ce n'est pas non plus les réalisations, c'est les brevets, mais ce qui me paraît pas une mauvaise unité de mesure, quelque part, puisque c'est le moment quand on dépose un brevet où on y croit. Et on est à peu près sûr que ça devrait marcher. Voilà. Après ce publi-reportage, je m'arrête là, c'est tout. Merci beaucoup Pierre Franck, là vous nous avez mis en appétit. On va pouvoir poursuivre avec nos invités donc, que j'ai le plaisir d'accueillir et le plaisir également de vous présenter. Je vais commencer par introduire Didier Lafaille. Didier Lafaille, alors je prends mes notes pour le titre, donc, qui est directeur délégué à la prospective et à l'innovation à la Commission de régulation de l'énergie. Ensuite, nous allons avoir Pierre Leromancer. Pierre Leromancer est responsable des programmes de R&D stockage chez EDF. Et un romancer pouvant en cacher un autre, je poursuis avec Jean-François Leromancer. Vous n'êtes pas de la même famille, on est d'accord? On est tous les deux du Morbihan. Oui, moi aussi. Alors, on ne l'a pas fait exprès. Morbihan est même commune, je crois. Donc Jean-François Leromancer est président de Stolec, qui est une start-up, et il nous en parlera tout à l'heure également. Et je termine, je garde le meilleur pour la fin forcément, avec Yannick Pesson. Donc Yannick est responsable de programme stockage et gestion de l'énergie à IFPEN. Je vous rappelle en quelques mots également le format de ce rendez-vous. On a d'abord une heure donc qu'on dédie vraiment aux interventions, et nous allons avoir nos 4 intervenants donc, qui vont avoir de l'ordre d'une dizaine de minutes chacun pour exprimer leur point de vue par rapport au sujet que nous débattons aujourd'hui. Ensuite, nous allons avoir une demi-heure réservée aux questions. Alors ces questions, vous pouvez les poser dans la salle, mais vous pouvez également les poser en ligne. Donc dès à présent, pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez utiliser le chat et poser vos questions. Si possible, je vous remercie donc d'indiquer votre nom quand vous voulez poser une question, et également d'indiquer le nom de la personne à qui vous voulez adresser la question. Je crois qu'on est fin prêt. On va pouvoir démarrer, et on va démarrer avec vous, Didier, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pourriez
nous donner un peu le point de vue donc de la Creux sur ce trio, donc sur à la fois les énergies renouvelables, la flexibilité et ce que le stockage massif d'électricité apporte à ce trio. Merci tout d'abord à l'IFP-EN pour cette invitation. Un grand merci, Monsieur le Président, parce qu'il participe à notre conseil scientifique et l'IFP-EN participe également très activement à nos groupes de travail sur la prospective. Donc un grand merci à l'IFP-EN. Alors, que fait aujourd'hui la Commission de régulation de l'énergie? Elle en fait déjà beaucoup, peut-être pas assez, mais elle en fait quand même beaucoup pour accompagner le développement du stockage. Si je regarde côté électricité, on accompagne le développement de stockage déjà en matière de raccordement, en promouvant les offres de raccordement qu'on appelle alternatives, intelligentes, etc., pour pouvoir raccorder ces installations moins chères et plus rapidement. Comme vous le savez, on a publié le TURP, le tarif d'utilisation des réseaux publics, qu'on appelait numéro 7, qui prévoit une nouvelle composante pour accompagner justement le développement massif du stockage. Cette composante, elle sera active à partir du 1er août 2026, donc dans quelques mois, et elle prendra en compte le fonctionnement qu'on appelle contracyclique du stockage. Donc c'est très intéressant pour les équipements de stockage qui étaient avant plutôt pénalisés parce qu'ils payaient une composante de jonction, de soutirage relativement élevée. Donc on va accompagner, à la condition aussi, c'est que les gestionnaires de réseau publient, ce qui a déjà été mis en place par RTE, des schémas indiquant là où il y a un intérêt pour que le stockage s'installe, que ce soit en matière de soutirage ou en matière de production. Donc ça, c'est pour, le stockage électrique. On est aussi le régulateur du stockage de gaz. Comme vous savez, c'est qu'on accompagne ce stockage parce qu'on en a besoin pour l'équilibre du réseau gazier, que ce soit en cavité saline comme en nappe aquifère. Donc on approuve les investissements des gestionnaires de réseau, des gestionnaires d'infrastructures de stockage de gaz, et on fixe les tarifs de ce stockage. Et on peut penser que demain, on va aussi accompagner, et on en aura besoin, le stockage d'hydrogène lorsque il y aura la transposition et les compétences sur l'encadrement des infrastructures. Donc voilà ce que fait déjà la CRE, avec quand même un point important, qui nous est imposé d'ailleurs par la Commission européenne, c'est la neutralité technologique. Donc, quel que soit le type de stockage en électricité, il peut avoir accès à ces fonctionnalités. Demain, bien entendu, il nous faudra, comme l'a dit le président de l'IFP-EN, du stockage massif pour accompagner le développement de la production d'énergie renouvelable, variable, intermittente, vous l'appelez comme vous voulez. Mais moi, je crois avant toute chose au stockage décentralisé. Pourquoi ? Parce qu'on va plus loin que le triptyque ENR, flexibilité et stockage. On intègre également dans le décentralisé la consommation. Donc on est sur un quator qui intègre la consommation. Et quand on regarde ce quator, il y a énormément de choses qui sont intéressantes. La première, c'est l'acceptabilité des ENR. Il est évident que si j'en tire moi un bénéfice en tant que consommateur, dans le cadre que je vais appeler de cette boucle locale, je vais accompagner le développement de l'ENR, je ne vais pas refuser une ENR chez moi ou à proximité de chez moi. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'acceptabilité des ENR. Le deuxième point, la décarbonation, bien entendu, puisque j'utilise une énergie renouvelable pour ma consommation. C'est aussi de pouvoir se passer de cette variabilité, de pouvoir avoir quelque chose que je vais pouvoir valoriser éventuellement sur les différents mécanismes, y compris sur la flexibilité, grâce à mon équipement de stockage. Et puis enfin, cette boucle locale me permettra peut-être d'accéder à un tarif intéressant pour le consommateur. Et quand on regarde les chiffres qui sont publiés tous les trimestre par Enedis, on s'aperçoit que ne serait-ce qu'en autoconsommation individuelle, aujourd'hui, on a une part d'autoconsommateurs qui intègrent des équipements de stockage. Je peux penser que le modèle économique n'est pas si rentable que ça pour un particulier, mais par contre, peut-être pour du tertiaire, on commence à trouver une rentabilité
y compris avec du stockage. Donc on voit bien dans les chiffres publiés, on est passé de la vente en totalité pour la production à de l'autoconsommation, et aujourd'hui on a une part de cette autoconsommation, on a également des équipements de stockage. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, il faut sortir de l'autoconsommation individuelle, il faut aller aujourd'hui vers cette boucle locale. Alors on l'appelle autoconsommation collective avec des contraintes, on l'appelle communauté d'énergie. Moi j'aime bien ce terme de communauté d'énergie où on participe au financement de cette boucle locale et on va en bénéficier également. Donc oui, au stockage centralisé, on en aura besoin, mais également au stockage décentralisé. Si je regarde ce qui s'est passé, comme vous savez, le 28 avril en Espagne, où on a eu donc ce blackout sur la péninsule ibérique, on aura demain besoin du stockage pour fournir ce qu'on va appeler de l'énergie synthétique, le terme exact. Et cette énergie synthétique, elle devra être fournie par le stockage en lien avec les systèmes de production, que ce soit photovoltaïque ou éolienne. On va avoir besoin de systèmes qu'on appelle green farming ou green following, donc maître-esclave, pour fournir cette énergie, et puis aller même au-delà pour fournir soit de l'énergie réactive, soit de l'absorption de l'énergie réactive pour faire du maintien de tension. Je vois que dans les zones insulaires, on commence à développer des compensateurs synchrones. On en a aujourd'hui en France, on en a sur le continent. On sait que RTE a un programme de développement de compensateurs synchrones, mais à titre personnel, je suis persuadé que ce ne sera pas suffisant. Il faut demain aller vers un pilotage de ces installations de production décentralisées qui passera par le stockage. On voit bien tout un intérêt de faire du pilotage de ces installations à partir du stockage pour fournir cette énergie synthétique. C'est un enjeu pour les distributeurs, c'est un enjeu pour les transporteurs, puis c'est aussi un enjeu en matière de communication entre le transporteur et le distributeur. Donc oui, on va avoir besoin de stockage massif, mais on va avoir aussi besoin de stockage décentralisé qui sera raccordé au transport ou en distribution, peu importe, avec cette gestion de boucle locale. Ah, il reste 4 minutes. C'est très bien, vous avez été extrêmement rapide. Vous n'avez pas parlé, des types de stockage que vous verriez plus avant, dans le futur. Est-ce qu'il y a des pistes qui se dessinent ? Alors, la première piste, ce sont ce qu'on appelle les steppes. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on construit plus de steppes, où on modifie plus les installations hydrauliques pour les transformer en steppes. Pourquoi je parle des steppes ? Parce que la steppe peut intervenir sur du court terme, sur du moyen terme et du long terme. C'est ça l'intérêt de la steppe. Bien sûr, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le stockage électrochimique qui se développe avec les batteries. Pierre-Franck a parlé des batteries de seconde vie. On voit quelques installations, c'est vrai, avec des batteries de seconde vie. J'en ai visité d'ailleurs, j'ai eu la chance d'en visiter. Est-ce que ça va se développer ? Tout dépendra du prix de ces batteries de seconde vie, pour ainsi dire. Je vois bien que dans le cas de l'autoconsommation individuelle, si je peux avoir des batteries pas chères du tout de seconde vie, pourquoi pas, ça rentrera dans mon modèle et ça fonctionnera très bien. Après, est-ce qu'on aura la chance d'avoir des véhicules qui pourront participer au système électrique ? Quand je dis participer, c'est-à-dire apporter de la flexibilité au système électrique, notamment ce qu'on appelle le véhicule to grid. Alors, il y a beaucoup d'expérimentations, il y a même des installations qui fonctionnent très bien. Ça sera difficile si on n'arrive pas à trouver de la valeur pour le client final. Je suis propriétaire d'un véhicule électrique, je le mets à disposition d'un fournisseur, d'un agrégateur, d'un acteur du système électrique, il va valoriser donc mon stockage. S'il n'y a que lui qui en tire une valeur, il est évident que je serais peut-être pas enclin à lui mettre à disposition mon véhicule. Mais bon, j'ai encore 2 minutes, je vais montrer un exemple que j'aime bien, c'est celui de l'aéroport d'Amsterdam, où je viens avec mon véhicule, je pars une semaine en vacances, je reviens de mes vacances, mon véhicule a été chargé.
Il a été chargé quand? Pendant toutes mes vacances. C'est-à-dire que le gestionnaire d'infrastructure, il a mis à disposition mon véhicule d'agrégateur qui a valorisé ce stockage, y compris pour faire du véhicule to grid d'ailleurs. Mais moi, je suis sûr que mon véhicule sera chargé à la fin, au retour de mes vacances. Et vous me dites, mais quelle est la valeur? La valeur pour moi, c'est de ne pas payer mon parking. Quand je vois le prix des parkings à Roissy pour une semaine de vacances, alors, vous n'avez qu'à prendre les transports en commun. Oui, mais si j'y vais en voiture, ça me coûte énormément cher. Donc me dire, vous payez pas le parking et je vous garantis que votre véhicule sera chargé, voilà de la valeur qui revient au consommateur. Donc ayons des idées pour développer ce type de système qui permet de retrouver de la valeur pour le système électrique, il en faut, mais également de la valeur pour le client final. Donc oui au véhicule to grid, voilà. Merci beaucoup Didier pour ces éléments et votre vision un peu prospective. On va passer maintenant au regard industriel. Pierre, vous vivez ces défis, je dirais, au quotidien. Donc comment ça se passe dans la pratique? Alors, dans la pratique, effectivement, EDF est aujourd'hui déjà un gros gestionnaire de parcs de stockage. Hein. On parle beaucoup aujourd'hui de batteries lithium-ion, mais ce que je voudrais rappeler, c'est que depuis quasiment 50 ans, EDF est gestionnaire d'un parc de ce qu'on appelle des stations de transfert d'énergie par pompage, donc des STEP, donc aujourd'hui c'est 5 gigawatts qui sont gérés, et ça permet déjà de faire de l'équilibrage au niveau du système français. Ça a d'ailleurs été développé en parallèle avec le programme électronucléaire. Il a été rappelé que dans la PPE actuelle, il y a 1,5 gigawatts de nouvelles steps qui sont prévues. Alors, quand on parle de nouvelles steps, c'est souvent d'ailleurs des adaptations d'ouvrages hydrauliques existants. Donc, on n'est pas sur une construction ex nihilo. Sur ces steps, rappelons également que on est sur des technologies et des industriels qui vont fabriquer ces steps qui sont essentiellement des industriels français, voire européens. Donc c'est important de le souligner parce que dans nos discussions, on va parler beaucoup, je pense, de lithium-ion. Le lithium-ion, il y a des usines qui s'installent en France, mais c'est vrai que le lithium-ion, c'est aujourd'hui encore une filière qui est principalement chinoise et asiatique et qui va le rester encore pour pas mal de temps. Alors, depuis une dizaine d'années, en complément donc de ces projets de ces steps que l'on gère, eh bien, le groupe EDF a développé également, s'est investi beaucoup dans les batteries lithium-ion. Alors ça progresse très vite, parce que à la fin 2024, on avait déjà un parc construit ou en construction de 2,7 gigawatts. 2,7 gigawatts qu'on va trouver sur plusieurs géographies. On développe des projets là où il y a des gros besoins de stockage. Et ça va être notamment le cas aux US, dans l'Ouest américain, du fait du développement très fort du photovoltaïque. Il y a des gros besoins de stockage et donc on développe des très gros parcs. Royaume-Uni également, alors pour des questions différentes, c'est parce qu'on est sur un mix qui avec beaucoup moins d'interconnexions et du coup les batteries amènent un certain confort dans la flexibilité. Et puis on développe aussi des projets en Allemagne ou en France. Actuellement en France, on a le projet d'un développement d'une batterie de 200 MWh sur notre site de Porcheville en région parisienne. Pour vous donner une idée de la croissance des projets lithium-ion qu'on a pu développer, en 2014, à l'époque, on a construit en Guyane, c'était l'une de nos premières batteries. Elle faisait 6 MWh. On était très contents. 6 MWh, c'est, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est la consommation d'un ménage français à peu près sur une année. En 2023, on a inauguré dans l'Ouest américain une batterie sur le site de Arrow Canyon qui fait 375 MWh. C'est-à-dire qu'en moins d'une dizaine d'années, nos plus gros projets ont été multipliés d'un facteur 10. Cette progression, alors nous, de nos projets à l'intérieur du groupe EDF, c'est pas un cas unique. En fait, tout ça se passe dans un marché du lithium-ion qui connaît une croissance exponentielle. On est clairement, depuis 10 ans, face à une révolution du stockage lithium-ion. Aujourd'hui, le lithium-ion,
fin 2025, je pense que ça doit correspondre à peu près à 75% des capacités de stockage installées dans le monde. C'est un marché qui fait plus 30% par an. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, il y a 7-8 ans, quand je commençais à m'intéresser au stockage, les consultants disaient oh, c'est un très beau marché, ça va faire plus 30% par an sur les 10 prochaines années. Ils ont eu raison. C'est-à-dire que effectivement, ces perspectives étaient les bonnes. Et quand on regarde les perspectives des consultants énergie pour la période à venir, on voit qu'on est encore sur une croissance de l'ordre de plus 30%, notamment pour le stockage stationnaire. Cette croissance du marché, elle a plusieurs raisons. Alors déjà, clairement, il y a eu beaucoup d'innovations incrémentales. Hein. Pour mémoire, hein, le stockage lithium-ion, c'est une technologie qui arrive dans les années 70-80. Et puis, voilà, il y a beaucoup d'innovations. Alors, pas d'avancées majeures à chaque fois, mais des innovations qui font qu'on améliore les chimies, on améliore la densité énergétique. Il y a également, une très forte baisse des coûts. Hein. S'il faudrait retenir un chiffre, c'est qu'en 10 ans, le coût des batteries lithium-ion a été divisé par 10. En 10 ans, on a divisé les coûts des batteries lithium-ion par 10. Alors, il y a bien sûr de l'innovation incrémentale, comme je l'ai dit, mais il y a surtout un investissement dans des capacités de production. Une règle empirique montre que sur les dernières années, à chaque fois qu'on a doublé les capacités de production dans des usines de batteries lithium-ion, les coûts du lithium-ion ont baissé de 20%. Donc ces investissements massifs, alors comme je l'ai dit, hein, ils sont aujourd'hui encore essentiellement asiatiques. Ça se développe un peu en Europe. Et ils ont été fortement drivés par le développement alors non pas du stockage stationnaire, mais de la mobilité électrique. C'est d'abord la révolution qu'on connaît, c'est d'abord un effet du développement du véhicule électrique. Évidemment, certes, ces technologies sont de plus en plus performantes, de moins en moins chères, mais pour que se développe le marché, il faut qu'il y ait un besoin. Et dans les systèmes électriques, les batteries sont arrivées à un moment où effectivement il y avait une croissance de ces besoins. Alors il y avait un besoin historique, c'est le besoin des services systèmes. Les services systèmes, c'est des services des services au réseau qui permettent de maintenir la fréquence à 50 Hz. Et donc les batteries, elles sont très bien pour ça parce qu'elles sont très réactives. Et donc elles vont pouvoir injecter ou souterrer sur le réseau pour maintenir cette fameuse fréquence à 50 Hz. Au-delà de ça, on voit que les batteries, elles peuvent aussi répondre à des besoins d'équilibrage et de flexibilité. C'est très lié, bien sûr, au développement du renouvelable. Alors, ne pas oublier, comme M. Chevelle a indiqué, que pour répondre aux besoins de flexibilité, aux enjeux de flexibilité, il y a plusieurs leviers. Les batteries, le stockage, c'est un des leviers de flexibilité, mais il y en a plein d'autres dont je ne vais pas faire la liste, mais effectivement qu'il faut considérer. Et ensuite, c'est une question économique et technique qui fait qu'on va mobiliser un levier plutôt qu'un autre. Donc ce besoin de flexibilité du réseau a fait qu'il y a eu un appel d'air qui explique en partie le développement du stockage lithium-ion. Ce développement des projets batteries, alors que ce soit dans le groupe EDF ou à l'extérieur, il peut se faire de plein de manières. Je ne vais pas faire toute la liste des configurations qu'on peut trouver sur les batteries lithium-ion, mais je vais citer 2 exemples qui me paraissent particulièrement intéressants et 2 exemples qui tournent autour de l'hybridation. Et je pense que c'est une des voies d'avenir du stockage. Ce sont les hybridations. Les hybridations, ça veut dire que sur le même site, on va venir associer un actif de production avec un moyen de production, avec un moyen de stockage. Donc le premier intérêt, c'est qu'il va y avoir un partage du raccordement. Donc, c'est une économie. Puis ensuite, il peut y avoir finalement deux situations. Soit ce sont de simples colocataires, ils partagent juste le raccordement, ou au contraire, ils vont tenter de vivre en symbiose. C'est-à-dire que les avantages de l'un vont profiter à l'autre actif et inversement.
Un premier exemple, on va inaugurer le mois prochain un système hybride sur notre centrale thermique gaz de Blénaud. Et cette centrale, grâce à une batterie de 20 MW, va pouvoir proposer un service système qu'on appelle de la réserve secondaire. La centrale thermique seule ne peut pas le faire. Avec cette batterie, cette petite batterie entre guillemets de 20 MW, eh bien, cette centrale va pouvoir proposer des services systèmes sur la réserve secondaire. Donc ça, c'est un avantage pour le système électrique. Et puis, pour nous, pour notre usine électrique, effectivement, c'est un usage supplémentaire, c'est un revenu supplémentaire. Donc, effectivement, c'est un progrès. Autre exemple, alors plus du tout en France, mais en Afrique du Sud, on est en train de développer, on est en train de construire un système hybride avec du photovoltaïque, de l'éolien, tout petit peu de diesel, et puis surtout beaucoup de stockage. Et grâce à cette combinaison, on va fournir ce qu'on appelle un ruban, c'est-à-dire une puissance constante de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir, et 365 jours par an. C'est un engagement contractuel que l'on prend. Et c'est un engagement contractuel que l'on prend alors que la source d'énergie principale, c'est de l'éolien, c'est du PV. C'est, comme on le connaît, comme on le sait, c'est intermittent. Mais grâce au stockage, vraiment grâce au stockage, on va pouvoir lisser cette production. Et pour le réseau, eh bien, on va avoir une puissance constante, ce qui est précieux pour les gestionnaires du système. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit, bah voilà, les batteries lithium-ion, il y en a partout, ça progresse, c'est une technologie d'avenir, ça a une très grande plasticité d'usage. Est-ce que c'est la fin de l'histoire du stockage? Non, absolument pas. On voit apparaître d'autres technologies de stockage. Je pense en particulier aux technologies qu'on va pouvoir utiliser pour la longue durée. Les batteries lithium-ion, en général, on est sur 1, 2, 3 heures, 4 heures. On voit apparaître des premiers projets à 6 heures, mais voilà, on sent bien qu'il y a une limitation, c'est une limitation qui est d'ordre économique, hein, pas technique. Pour aller plus loin dans les durées de stockage, donc on parle de stockage, mettons, d'une centaine d'heures, il y a un enjeu matière première, parce que si je veux stocker pendant 100 heures, il me faut beaucoup de matières premières. Et si j'utilise du lithium, du cobalt ou du nickel, ça va me coûter très cher. Donc, si je veux être plus compétitif que le stockage lithium, il va falloir que je réalise des batteries ou d'autres systèmes de stockage avec des matières premières qui sont très peu coûteuses. Je pense au fer, à l'eau, aux matières organiques, donc à base de carbone. Voilà, donc des matières très communes. Est-ce que ces technologies vont s'imposer tout de suite? Sans doute pas. Il y a encore un peu de recherche et développement parce que pour le lithium-ion, il a fallu 20 à 30 ans pour que ça se développe. Je pense que ça se développera plus vite pour les autres stockages, mais il faut quand même nous donner un peu de temps de R&D pour y arriver. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour cette plongée, j'irai au cœur des défis industriels. On va maintenant donner la parole donc à Jean-François Le Romancer. Donc Jean-François, vous avez fondé une start-up, Stolec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que Stolec est et puis un peu quelle technologie Stolec développe? Merci pour l'invitation. Alors tout d'abord une précision, le stockage longue durée, c'est pas qu'une affaire de famille, hein. C'est un sujet mondial, hein. C'est la problématique de la flexibilité de longue durée, c'est un sujet mondial. C'est une problématique que l'on observe en Europe, vous l'avez souligné, Président, avec donc beaucoup d'écrêtements en Californie. On l'observe aussi en Inde, et en Inde avec donc des réseaux, une production d'électricité qui reste scotchée en fait sur le charbon parce que les réseaux sont insuffisants et aussi parce qu'il manque de capacité de stockage. On l'observe également au Brésil. Bref, c'est un sujet mondial. Et on peut parler également des zones isolées, des zones des EDNI et des zones autonomes. Stolec, c'est plus que du stockage. C'est plus qu'une solution de stockage. C'est une solution d'autonomie énergétique et de souveraineté. Alors, sur quel principe ça repose?
ça repose sur l'utilisation de matériaux réfractaires. Pourquoi? Le principe de base, déjà, c'est toujours bon de revenir à la physique de base. Pour stocker 1 kWh, on oublie tous ce que c'est qu'un kWh. 1 kWh en énergie potentielle, c'est une tonne d'eau que l'on monte à 360 mètres. Lorsque vous prenez une tonne de matériaux réfractaires, que vous la portez à 1000 degrés, vous avez stocké 600 kWh. C'est quand même fondamental en fait, de se souvenir de la physique de base. C'est ce principe que l'on a utilisé pour construire Stolect, une technologie robuste qui répond aux besoins de flexibilité sur la longue durée. Comment ça marche? On utilise donc des matériaux réfractaires qui sont naturels comme les basaltes, que l'on va porter à haute température avec des systèmes de compresseurs. Puis ensuite, lorsque l'on va déstocker, on va faire passer de l'air chaud à travers une turbine. L'ensemble fonctionne en circuit fermé et permet donc d'avoir un rendement de l'ordre de 70%. Cette technologie, elle présente plusieurs avantages. Le premier, c'est que, évidemment, on utilise des matériaux naturels, abondants, non critiques. Le deuxième avantage, c'est que on peut s'implanter n'importe où, sur n'importe quel site industriel. On n'a pas besoin de montagne, on n'a pas besoin de relief, on peut se positionner là où sont les sources de production. Ce ne sont pas des installations classées ICPE. Les pressions utilisées, elles sont basses, c'est 5 bars. Et c'est de l'air. Troisième avantage, Didier en a parlé, c'est l'inertie. On utilise des machines tournantes, que ce soit pendant la phase de stockage ou pendant la phase de déstockage. Ça, c'est extrêmement précieux. Et puis, le quatrième avantage, il y en a beaucoup, je cite les principaux. Le quatrième avantage, c'est la flexibilité. La flexibilité, c'est vraiment un mot à la mode aussi pour les systèmes électriques. Et la flexibilité parce que dans notre cas, on va pouvoir découpler la puissance qui est fixée par les trains de turbomachines de l'énergie qui est fixée par la masse de matériaux réfractaires utilisés. Et puis enfin, il y a un point qui est extrêmement important aussi, c'est la durée de vie. La durée de vie, on parle de durées de vie qui sont supérieures à 40 ans. Alors quand on regarde ces durées de vie supérieures à 40 ans, et pour ça on s'appuie sur des choses qui sont bien connues dans le domaine de la sidérurgie et dans le domaine des machines tournantes, avec des conditions qui sont plus confortables dans notre cas, eh bien on atteint des LCOS, donc des coûts sur la durée de vie du système, des LCOS qui écrasent ceux des batteries lithium-ion en réalité. D'autant plus qu'une batterie lithium-ion, elle se dégrade lorsqu'on a des décharges profondes. Ce qui est important pour nous, c'est que quand je parle de 40 ans, c'est sans perte de capacité et sans perte de rendement. Alors, dans le contexte actuel, donc nous, on a une ambition mondiale. On s'adresse au marché français, on travaille avec la SNCF en particulier, mais notre ambition, c'est d'adresser un marché mondial. Dans le contexte actuel, que certains ici connaissent bien, c'est pas facile. Parce qu'on voit bien dans le domaine des startups, dans le domaine des PME, on voit le désastre, en fait. En ce moment, les entreprises qui ferment, malgré des levées de fonds extrêmement importantes. Et donc, ce dont je voudrais aborder là, c'est la stratégie que l'on met en œuvre pour réussir. D'une part, souligner la complémentarité par rapport aux batteries. Les batteries, ça a été dit, elles sont positionnées sur les services systèmes. Nous, on est sur des stockages entre 4 et 24 heures, et ça peut être plus. Ce que je voudrais préciser aussi, c'est que certes, un réseau électrique se dimensionne en puissance, mais la décarbonation, ce sont des mégawattheures, ce n'est pas la puissance. Ensuite, ce qui me paraît important dans la stratégie, c'est la stratégie frugale. Nous, on n'a pas vocation à investir dans la construction de nouvelles usines. Notre objectif, c'est de
remplir et de faire fonctionner les usines qui existent déjà pour fabriquer les différents composants de notre système et réduire les capex. Pour servir cette ambition mondiale, l'idée, c'est vraiment de gagner en visibilité aussi. Alors pour ça, on a établi un réseau d'agents au niveau mondial, dans le Pacifique, en Corée du Sud, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud également. Et puis, on est aussi donc, partenaire de l'IFP Énergie Nouvelle, donc Yannick va en parler, mais on a aussi un partenariat de R&D et aussi un partenariat stratégique, c'est extrêmement important. Et puis, on vient de rejoindre récemment le L2S Council, qui nous donne une visibilité mondiale. Un point important pour réussir l'industrialisation, c'est ce que j'appelle le triangle d'or de l'innovation. Le triangle d'or de l'innovation, c'est le partenariat entre la R&D, la PME ou la start-up, et aussi l'acteur, le grand groupe, qui va nous permettre d'accélérer et d'aller vers le marché. Le go-to-market, c'est quelque chose d'extrêmement important, et pour ça, on a besoin des partenariats avec les grands groupes. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas fait de démarche commerciale, mais on s'aperçoit que les grands groupes qui viennent vers nous, ce sont des acteurs qui ont des visions long terme, des visions stratégiques, et qui viennent nous voir, pas uniquement pour jouer pour faire de l'arbitrage, c'est souvent des questions de vulnérabilité et de décarbonation. Ce sont les enjeux essentiels pour ces grands groupes-là. Et ceux-là, ils ont une vision très long terme. Et c'est vraiment très agréable de travailler avec eux. Maintenant, pour rebondir sur ce que mentionnait Didier, on a besoin aussi de catalyseurs. On a la chance, en fait, en France, d'avoir les EDENI. Et les EDENI sont des zones extrêmement intéressantes pour déployer les premiers modèles. On a réalisé des simulations sur ces zones et on voit que notre système, il est rentabilisé en 4 ans, pour le cas de la Martinique, par exemple, 7 ans sur le site de la Guyane. Ce n'est pas un chemin facile. Ce serait mentir que de dire le contraire, parce que c'est une ambition industrielle, c'est une start-up à vocation industrielle, mais en tout cas, on y croit et on a une stratégie pour y arriver. Merci beaucoup Jean-François. Effectivement, vous partagez avec nous ces difficultés. Je sais également que vous avez eu un parcours où vous avez été dans la recherche, du côté également des ministères, vous avez également travaillé dans le financement, dans l'industrie. Et du coup, j'ai envie de vous poser une question qui est peut-être un peu indiscrète, donc vous avez le droit de me renvoyer au vestiaire si vous voulez, vous sortez le carton rouge, faites comme vous voulez. Mais qu'est-ce qui vous motive en fait pour aller comme ça vers l'entrepreneuriat, vers la création d'une start-up? J'ai le droit au vestiaire, n'hésitez pas. C'est une question sensible. Quand on est entrepreneur, on se la pose toujours à un moment donné. Effectivement, ça fait partie de pourquoi on va sur ce chemin-là, qui n'est pas un chemin facile. On se dit toujours qu'on pourrait être plus tranquille ailleurs. J'ai réfléchi. Il y a plusieurs drivers dans mon cas. Tout d'abord, je dirais que je suis plus un homme de mission qu'un homme de fonction. Et puis ensuite, les 3 drivers, je les trouve dans mes origines, dans mon enfance, comme beaucoup d'entrepreneurs. Moi, j'ai grandi à Étel, dans le Morbihan, un petit port. Et qu'est-ce que j'ai vu quand j'étais enfant? J'ai vu, d'une part, des conserveries se fermer. J'ai vu une population être divisée par 2 avec la fermeture d'usines. Ça m'a beaucoup marqué. La Bretagne, c'est aussi une terre d'énergie. Je dirais que très tôt, j'ai vu, il y avait un projet de centrale nucléaire, en fait, à Erdeven. Ça a été ma première et ma seule manifestation, mais j'ai eu l'occasion de manifester contre ce projet de centrale nucléaire.
Et après, d'ailleurs, je me suis renseigné, j'ai même écrit, j'étais enfant, à la direction de la communication d'EDF qui m'a fourni une documentation très intéressante sur l'énergie. C'était extrêmement intéressant. Je l'ai toujours. Et puis, je crois que le point le plus important, c'est le besoin de liberté. Moi, j'étais entouré de marins, d'aventuriers, d'enfants, de gars qui étaient caporniers à 12 ans, qui ont voyagé sur toutes les mers du monde. Et c'est vraiment ce moteur, le besoin de liberté, ça c'est quelque chose de fondamental. Alors je vais vous dire, c'est un parcours difficile, mais c'est aussi très stimulant. Merci beaucoup Jean-François pour votre réponse et pour ne pas m'avoir envoyé au vestiaire. Donc ça me permet de poursuivre avec Yannick. Donc Yannick, tu travailles à IFPEN. À IFPEN, on développe beaucoup de pistes pour le stockage. Donc j'ai un peu envie de te demander ce qui guide les choix et quelles sont à ton avis donc les pistes les plus intéressantes pour l'avenir. Merci Mickaël. Donc effectivement, et ça ne va pas vous surprendre, on travaille sur le stockage massif d'énergie à IFPEN. Et alors pourquoi on travaille sur ce domaine? Ça a été un petit peu dit. Cette flexibilité qui arrive, on comprend bien, c'est à la fois la montée des énergies renouvelables, intermittentes. Elles ne produisent pas quand on veut, mais quand il y a du soleil ou du vent. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a un objectif mondial de décarbonation. Donc ça veut dire qu'à terme, on va d'abord enlever les centrales à charbon, puis ensuite les centrales à gaz. Et donc, tous ces moyens pilotables vont être retirés aussi de la façon de gérer le réseau. Et donc, il y a besoin de nouvelles technologies de flexibilité. Et il est clair que le stockage, ça a été dit aussi, c'est une des façons d'y répondre. Et c'est sur ce sujet qu'on a voulu lancer, il y a pas mal d'années maintenant, tout un axe de recherche sur le stockage massif. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur ce stockage massif ? Aujourd'hui, ça a été dit aussi, la technologie dominante, c'est la technologie électrochimique lithium-ion, qui a beaucoup d'avantages. Et on travaille aussi à IFPEN plus sur la partie mobilité. Mais ce qu'on a voulu aussi regarder à IFPEN, c'est d'autres technologies basées sur d'autres types de propriétés physiques, de propriétés mécaniques, et je vais le développer. Et alors pourquoi ? C'est parce que si vous prenez la technologie lithium-ion, qui a encore une fois de nouveaux avantages, je n'oppose pas les technologies, mais il y a un problème sur les matériaux critiques. Évidemment, il y a du lithium dans le lithium-ion, c'est évident. On peut citer aussi le cobalt. Et le problème de la chaîne de production aujourd'hui, c'est que par exemple sur le raffinage, c'est à peu près 100% du raffinage de ces matériaux critiques qui est fait en Chine. Donc ça crée une dépendance, ça crée un problème de souveraineté qui aujourd'hui, dans le contexte géopolitique qu'on connaît, peut poser problème. Donc c'est important de voir s'il existe des technologies moins dépendantes de matières critiques, etc. Puis il y a un autre point qu'il faut souligner sur le lithium-ion, et ça a été dit par Pierre, c'est que en gros, si vous avez un stockage de 2-3 heures et que vous voulez passer à 6 heures, il faut doubler l'investissement. Parce que le coût, c'est le matériau. Vous stockez dans une cellule, vous voulez doubler la capacité, il faut doubler le nombre de cellules, le nombre de quantités de matière. Donc vous avez un investissement qui est à peu près linéaire avec la durée de stockage. Il y a d'autres systèmes que je vais décrire qui n'ont pas ce même schéma. Et donc pour des durées de stockage qui sont un peu plus longues, vous pouvez avoir un intérêt économique à développer d'autres systèmes. Alors, ces systèmes sur lesquels on travaille à IFPEN sur des systèmes mécaniques autour du vecteur air comprimé. Alors, ça peut paraître basique, mais ça a justement un certain nombre d'avantages. Donc, je peux citer un premier, mais Jean-François l'a très bien décrit, c'est ce que fait Stolect, ce qu'on appelle des batteries de Carnot. Je ne vais pas trop détailler, mais on regarde aussi ce qu'on appelle des KES, Compressed Air Energy Storage, qui est l'idée de stocker de l'air comprimé dans des cavités salines creusées dans le sous-sol pour avoir une réserve d'énergie. Alors, les cavités salines, ce sont des choses qui sont creusées dans des zones à sel qu'on connaît assez bien, puisque aujourd'hui, on stocke le méthane. Et donc, ce sont des réserves de méthane, et on pourrait imaginer que ces cavités, on peut les utiliser aussi comme réserve d'énergie avec ces technologies air comprimé. Il faut savoir qu'il y a une centaine de cavités salines au niveau européen, donc c'est quand même quelque chose qu'on connaît et qui est abondant. Donc, le KES, le système, alors ces systèmes KES, Compressed Air Energy Storage, ça date des années 80-90. Les premiers pilotes, c'est en Allemagne, aux États-Unis, mais avec des rendements qui étaient moyens. Donc, l'idée, c'est vous avez de l'électricité en excès, vous pompez de l'air, et puis vous l'injectez dans une cavité sous pression.
Et puis quand vous avez besoin d'électricité, vous ouvrez la vanne, vous injectez votre air comprimé dans une turbine et vous avez de l'électricité. Et tout le jeu en fait de ces systèmes, c'est de optimiser le rendement. Si vous faites comme je viens de le dire, vous avez un mauvais rendement, mais si vous stockez la chaleur que vous dégagez à la compression de l'air en surface et que vous la restituez, là vous pouvez optimiser le rendement. Et Pierre Franck le disait au début, effectivement, ça fait une quinzaine d'années qu'à IFPEN, on a déposé beaucoup de brevets dans ces domaines avec pas mal de composantes, ce qui fait qu'effectivement, dans les inventaires de brevets, on arrive assez haut et on en est assez fiers. Voilà, donc c'est un petit peu toutes ces briques technologiques autour du KES qui nous a permis d'avoir tous ces brevets. Alors, il y a différentes façons de faire du KES. Celui que je vous ai décrit, où on stocke la chaleur, on appelle adiabatique. Il y a aussi des KES avec des compressions quasi isothermes. L'idée, là, c'est de faire une compression suffisamment lente pour ne pas avoir trop de chaleur qui s'échappe et donc de gérer un petit peu la chaleur de manière plus facile. On travaille aussi sur cette brique. Ça, c'est pour vous décrire un petit peu ce type de technologie. Donc, il y a l'avantage d'avoir peu de matériaux critiques, peu d'empreintes au sol et aussi une efficacité économique lorsque vous avez des durées de stockage 6 heures, 10 heures, 12 heures, voire plus. Et pourquoi a-t-on besoin de flexibilité de ce type de durée? Eh bien, c'est typiquement, vous avez une baisse de vent sur une journée ou une demi-journée, vous pouvez avoir besoin de mobiliser du stockage sur ces durées-là, ou dans des zones qui ont beaucoup, par exemple, de soleil, pour faire le passage jour-nuit. Ça peut être intéressant aussi de coupler du PV, ce type de stockage, et d'avoir une production en continu. Voilà un petit peu pour le contexte. Alors, comment est-ce qu'on travaille à IFPEN? Ça, je voudrais aussi insister là-dessus. On travaille avec des grands groupes qui sont intéressés par ces technologies. Je rappelle qu'IFPEN, nous sommes un centre de recherche appliqué, industriel, et on travaille avec les industriels. Ça, je pense que c'est notre spécificité, et c'est important à souligner. Donc, on travaille avec des grands groupes, et il y a 2 ans, on a fait une étude assez poussée sur les KES adiabatiques avec Total Energy, pour voir différentes configurations, mais on travaille aussi avec des startups. Donc on travaille avec la société de Stolect, Jean-François l'a cité, et c'est important pour nous, pour apporter nos laboratoires, nos compétences R&D à développer, qualifier les technologies de nos partenaires. Et on travaille aussi avec une autre start-up qui s'appelle Rhizome, qui a donc un procédé de KES en compression quasi isotherme. Et c'est l'avantage des startups, si je puis dire, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation dans ces domaines, et nous, ça nous permet de les aider à passer à une échelle plus grande, à monter l'échelle des TRL. Voilà, c'est un petit peu la façon dont on travaille. Et c'est vraiment intéressant d'essayer d'amener les idées jusqu'au marché en passant par nos laboratoires. Voilà. Et puis peut-être, pour terminer, je voudrais revenir sur ce contexte de stockage de longue durée, ce qu'on appelle le LDES, Jean-François l'a mentionné, Long Duration Energy Storage. C'est un sujet qui est important, qui monte de plus en plus. Et justement, très récemment à IFPEN, en interne, on a fait une étude pour voir, une étude technico-économique sur ces nouvelles technologies de LDES, Long Duration Energy Storage. Et on voit que le besoin, il est clairement identifié au niveau mondial, dans toutes les zones. Il y a un besoin de mieux définir les modèles d'affaires, les business models, pour que ce soit rentable. C'est encore des choses qui sont en cours de développement, de travail. Mais on peut citer en Italie récemment, il y a eu un appel d'offres pour des capacités de stockage par enchère qui a eu beaucoup de réponses sur des capacités assez importantes. C'est assez intéressant à noter. Il y a d'autres pays qui font plutôt du contrat à long terme avec des clients en associant des réserves de stockage importantes avec une production, par exemple, de PV. Et puis, en fait, ça leur permet de lisser et de produire en permanence avec ce qu'on appelle des PPA, des contrats directs avec des clients. Il y a différents modèles d'affaires. En tout cas, c'est vraiment un sujet intéressant. Cette étude interne, encore une fois, montre qu'il y a vraiment un sujet, qui a un intérêt, qu'il n'y a pas que le lithium-ion, là vous avez compris mon message, il y a d'autres technologies qui méritent d'être développées. D'ailleurs, je tiens à dire que cette étude qu'on vient de faire, on peut tout à fait la partager. Si vous êtes intéressé, on a envie d'en parler aussi avec nos partenaires. N'hésitez pas à me contacter après cette réunion. Voilà, donc pour conclure, je crois que c'est un moment où, ça a été dit, le stockage massif est nécessaire. Il y a tout un panel de technologies qui arrivent, qui sont complémentaires, qui ont chacune leur intérêt. Donc je crois qu'il y aurait de la place dans le futur pour toutes ces différentes technologies. En tout cas, la R&D va essayer de faire émerger toutes ces technologies. Merci beaucoup Yannick.
Le sujet donc, de cette table ronde, c'était un trio, le trio gagnant, entre donc, énergie renouvelable, flexibilité et puis stockage massif d'électricité. Et on a parlé aussi de triangle d'or, avec d'un côté, l'industrie, l'innovation, la recherche. J'ai envie de rajouter le quatuor, hein, parce que le régulateur, c'est aussi super important. Donc, l'intérêt de cette table ronde, je pense, c'était de croiser les regards. Je vais vous donner la parole après, Didier, si vous permettez. Et donc, je voudrais d'abord remercier déjà nos intervenants pour avoir partagé avec nous ces différents éléments. Je vous propose de les applaudir chaudement. Merci beaucoup. Un mot pour vous, Didier, puis après on va passer aux questions. Oui, avant de passer aux questions, j'aurais souhaité rebondir par rapport à ce qui a été dit lors de la table ronde sur plusieurs choses. Ce que dit Yannick, on va supprimer les centrales à gaz. Personnellement, j'y crois pas parce qu'on aura toujours besoin d'équipements de pointe et l'objectif, c'est de décarboner ces moyens de production ou de les mettre en concurrence avec du stockage. Et là, je suis tout à fait d'accord. Et vous savez que pour décarboner une centrale à gaz, il suffit de changer l'intrant, remplacer le gaz naturel par du biogaz, par de l'hydrogène ou décarboner les fumées et puis de passer par de la capture du CO2. Ça, c'est un sujet. On a parlé des services systèmes. Pierre a dit que, justement, il y avait un intérêt pour le stockage d'aller fournir ces services systèmes. Je rappellerai que, historiquement, le réglage primaire et secondaire de la fréquence était fourni exclusivement par les groupes de production thermique et hydraulique en France. Aujourd'hui, 100% de la réserve primaire est fournie par le stockage. Et c'est très bien, parce que ça a permis de faire baisser le coût de ce service. Et on voit que le secondaire est en train, aujourd'hui, d'être également fourni presque intégralement par le stockage. Et c'est très bien, parce que ça fait baisser le coût de ce service. Je voulais aussi revenir sur les ZDNI. Pierre-François, il a tout à fait raison. Les ZDNI sont un laboratoire. Depuis, on va dire, plus de 15 ans, avec l'arrivée des énergies renouvelables, on a connu dans ces zones des problèmes de stabilité et de nombreux délestages. Donc, rapidement, on a commencé à développer avec ces moyens de production, donc hybrides ou en stockage centralisé, du stockage justement pour accompagner la décarbonation de la production dans ces zones insulaires. D'autant plus que pour les projets, l'électricité est plus chère dans ces zones qu'en métropole, donc c'est plus facile pour développer des projets. Et on voit même aujourd'hui des projets de stockage par batterie, plus stockage hydrogène. Ok, merci beaucoup Didier. Donc on va passer aux questions. Donc pour les questions, je vous rappelle, si vous pouviez commencer par donner votre nom et puis ensuite vous pouvez également nommer l'interlocuteur auquel vous voulez adresser votre question. Je vous laisse chauffer, préparer vos questions dans la salle. J'ai déjà quelques questions en ligne, donc on va commencer par une question en ligne. Une question d'abord plutôt pour Pierre. Donc pourquoi ce sont des questions de Claude Gou qui est en ligne. Donc pourquoi ne construit-on plus de STEP? Et autre question, où est-ce qu'on en est donc avec les technologies des batteries sodium-ion? Alors sur la question des STEP, effectivement, donc comme je le disais, c'est des projets qui datent plutôt des années 70-80. Et depuis, effectivement, on n'en a pas construit. Alors sur la période récente, on a donc EDF a instruit des projets de construction. Après, on était dans un cadre réglementaire un peu particulier qui nous empêchait de réaliser des nouveaux investissements de manière facile. Je comprends que ce cadre réglementaire est en train d'évoluer. Je crois qu'il y a eu des évolutions du côté de la Commission européenne. Et donc, on réfléchit activement donc au développement de nouvelles STEP. Je sais qu'on a notamment dans nos cartons un projet de STEP sur Montézic qui est particulièrement intéressant et qui se fait à partir d'un ouvrage existant. C'est-à-dire que l'ouvrage existe et c'est juste une adaptation qui permettrait de le faire fonctionner en mode STEP. Merci beaucoup. Je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a une question? Là-bas, je crois.
Oui, ouais. J'ai le micro, je suppose que Allez-y, je peux poser pardon. une question. Bon, écoutez, merci pour cette matinée fort intéressante, effectivement, avec les ENR, flexibilité, stockage. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, s'il vous plaît effectivement, je ne l'ai pas fait. Daniel Salmon, sénateur d'Ille-et-Vilaine. Encore un breton, je suis désolé. Bon, écoutez, c'est comme ça. Effectivement, j'ai à peu près le même parcours que Jean-François le romancière. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'intéresse beaucoup à l'énergie en Bretagne. Bon, je pense que dans le titre, il y a la flexibilité, qui n'a sans doute pas été beaucoup abordée. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé stockage. Je pense que ça aussi, c'est un élément essentiel, c'est d'adapter la consommation à la production. Et non pas l'inverse, comme on le fait depuis quelques décennies. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont des pistes pour cette flexibilité. Je pense à la flexibilité industrielle, mais aussi on l'a évoqué un peu la flexibilité chez le particulier, ne serait-ce qu'avec les chauffe-eau qui peuvent être déclenchés au bon moment. Mais je pense que ça c'est une piste très importante. Et puis sinon c'est le trio, mais je mettrais un quatuor. Moi je mettrais la sobriété également, puisque c'est un élément essentiel aussi pour pouvoir faire cette transition énergétique. Donc merci pour vos présentations. Et vraiment, moi, je pense qu'un des enjeux, c'est la longue durée. La longue durée. On est allé sur 4 heures, 6 heures, peut-être 12 heures. Mais on le voit parfois en Europe. On se retrouve avec un anticyclone qui arrive en plein hiver et qui nous fait un beau ciel gris et pas de vent. Et donc, dans ces moments-là, c'est un peu compliqué si on imagine que l'on se passe des autres énergies pilotables. Donc, si vous avez revenir un petit peu sur ce stockage qui pourrait être un stockage sur une semaine. Comment est-ce que l'on peut faire? Merci. Merci beaucoup. Question pas facile. Qui se lance? Jean-François? Je veux bien répondre aux questions du monsieur le sénateur breton, d'Ille-et-Vilaine. Pour la flexibilité, vous avez tout à fait raison. Effectivement, la flexibilité, on peut la trouver de différentes façons dans les consommations. Chez le particulier, principalement à partir du chauffe-eau électrique. Et aujourd'hui, on voit donc que les plages d'heures creuses ont été modifiées justement pour répondre à ce besoin-là. Ça, c'est quelque chose en particulier, ça répond à ce besoin-là, en tout cas. Oui. Je considère que la flexibilité avec les moyens électroniques, en fait, il y a quelques années, on parlait beaucoup des smart grids. On utilise un petit peu moins le mot, c'est un petit peu moins à la mode. D'une part, je ne suis pas sûr que toutes les capacités des compteurs Linky soient parfaitement utilisées en fait, pour répondre à ces besoins de flexibilité. Il y a aussi la flexibilité chez les industriels avec, on a parlé du stockage électrique aujourd'hui, il y a aussi le stockage thermique sous forme de chaleur pour ceux qui en utilisent. L'électricité, c'est plus universel, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se développent sur le stockage de chaleur, proprement dit, en utilisant de l'électricité. Ça, c'est très important. Et puis, pour répondre à la durée de la flexibilité, vous avez raison. On parle aujourd'hui de durée relativement courte. Nous, on se positionne entre 6 heures et 24 heures aujourd'hui, mais on peut aller beaucoup plus loin. C'est parce qu'on réagit beaucoup au photovoltaïque. Lorsqu'on parle de l'éolien, les enjeux sont différents. Vous savez, en Bretagne, par exemple, quand on a un anticyclone, on reste pendant une semaine sans vent, hein, voilà, très beau temps. Par contre, on peut avoir quelques jours de surproduction et un vent qui dure un petit peu et une production excessive jour et nuit. Donc effectivement, ce sont des enjeux différents. Pour répondre alors, notre technologie permet de répondre à ces enjeux-là, d'une part. Il suffit de la dimensionner pour. Et puis après, il y a aussi les sujets hydrogène, même si on a l'impression que l'horizon s'éloigne un petit peu pour l'hydrogène, en tout cas pour répondre à ces enjeux de flexibilité. Mais voilà, donc il y a plusieurs solutions disponibles. Je crois qu'il y a Yannick qui veut intervenir également. Ce sera vous, Didier, ensuite. Oui, c'était pour apporter un complément. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, il y a une désynchronisation entre la production et la consommation électrique, notamment parce que quand il y a du soleil, c'est là qu'on produit en photovoltaïque. Et donc, il faut soit du côté de l'offre rendre pilotables certains systèmes de production, soit avoir des réserves de stockage. Et aujourd'hui, ce matin, on a
axé sur le stockage, mais vous avez raison, aussi on peut jouer sur la demande. Et ça peut aussi varier. Juste pour dire que nous, c'est quelque chose qu'on commence à regarder parce qu'on travaille sur ce qu'on appelle des Energy Management Systems, qui est, Didier l'a cité au début, si vous avez par exemple un industriel qui a du PV, mais aussi une batterie, il peut charger sa batterie quand il y a du soleil et optimiser son autoconsommation, mais aussi il peut utiliser sa batterie pour effacer un pic de consommation, par exemple. Et donc ça peut aussi être un moyen de piloter un certain nombre de choses, sa borne de recharge, etc., plus en autonomie. Et là, commence à avoir des marges de manœuvre sur la demande qui apparaissent. Donc ça, c'est un axe quand même qui est aussi intéressant à développer. Didier, et on passera à une autre question. Oui, je partage tout à fait ce qui a été dit. Donc, réponse d'un Ariégeois. On va changer un petit peu. Il en faut bien. Jean-François a tout à fait raison. Aujourd'hui, on a demandé aux gestionnaires de réseau de regarder le déplacement des heures creuses, justement, pour pouvoir agir sur la consommation au moment où on a, entre guillemets, trop de production. Moi, ce que j'aime bien, c'est le terme de consommateur, devenir acteur de sa consommation. Et je crois que dans le cas du déploiement des compteurs évolués, intelligents, communicants, vous les appelez comme vous voulez, que ce soit en électricité comme en gaz, ça permet justement au consommateur de prendre connaissance de la façon dont il consomme. Il a l'accès facilité à ces données et d'essayer de regarder comment il peut modifier son comportement. De façon manuelle, je déclenche une machine parce que je sais qu'il y a de la production, ou de façon automatisée, l'exemple de l'eau chaude sanitaire, mais demain, ce sera certainement le cas pour le véhicule électrique. Il est complètement aberrant demain de recharger un véhicule électrique à 19 heures. Il faut qu'il soit chargé quand il y a de la production pas chère et de la production décarbonée. C'est ça l'objectif. Après, il faut faciliter cette recharge pour quand l'utilisateur a besoin de son véhicule, que la batterie soit stockée, tout simplement. C'est exactement le même principe que l'eau chaude. Voilà. Donc devenons tous consommateurs. Je vais d'abord prendre une question en ligne et je reviens vers la salle. Donc, une question en ligne de Patrick Auberpeau. Il y a de la place pour toutes les technologies. Mais comment est-ce que ces différentes technologies se classent en termes de coûts? Est-ce que quelqu'un peut apporter des éléments là-dessus? Je vais me lancer. Merci Pierre. Sur le stockage, si on regarde le stockage électrochimique, aujourd'hui, clairement, les batteries, c'est effectivement ce qu'il y a de plus économique. C'est ce qu'on voit dans le monde. Après, les coûts ont fortement baissé. Après, je pense que quand on développe un projet de stockage, l'élément du coût, il est primordial. L'investissement se fera s'il y a un retour sur investissement. Mais c'est pas le seul paramètre. C'est pas le seul paramètre pour l'exploitant. Il y a aussi la question des coûts d'exploitation. Il y a aussi des paramètres pour le pays où on investit et pour le gestionnaire du réseau électrique. Tout à l'heure, j'ai cité les steps, par exemple. C'est compétitif. Il peut y avoir une compétitivité économique, mais au-delà de ça, vu à l'échelle nationale, on va être sur une technologie qui est 60-70% française et le complément est européen, par exemple. Donc ça, c'est effectivement aussi à prendre en compte. Puis après, il y a les sujets environnementaux. On a évoqué les grandes qualités, certes, du lithium-ion, mais c'est vrai que la question des ressources, des matières premières qu'on va utiliser, elle est également importante. Donc oui, la question du coût, elle est fondamentale et c'est sans doute le driver de rang 1, très clairement. Et puis après, il va y avoir tout le reste. En complément. Effectivement, on se focalise beaucoup sur la question du coût des différentes technologies. Il y a un point très nouveau qui est apparu là ces derniers mois, ces dernières années, c'est la question du raccordement. C'est-à-dire que on voit que les batteries baissent beaucoup, mais aujourd'hui la différence la différence économique entre les projets, c'est pas tant le choix de la technologie, la capacité à développer le bon projet lithium-ion, c'est surtout la capacité
à bénéficier d'un raccordement à un coût raisonnable et d'être au bon endroit sur le réseau pour pouvoir injecter et soutirer sans trop de contraintes. Donc voilà, donc quand on est sur du stockage, on est vraiment sur des projets multicritères, donc c'est compliqué effectivement d'isoler un seul paramètre. Merci. Jean-François, un petit complément? Oui, je voudrais apporter un petit complément à la réponse de Pierre. Quand on parle du coût d'un système de stockage, en général, il y a deux coûts. Il y a le CAPEX et le LCOS. C'est-à-dire que sur le LCOS, on regarde le coût sur la durée de vie du système. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors effectivement, aujourd'hui, les CAPEX des batteries lithium-ion sont les plus bas. Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits, c'était souligné. Ça, je ne vais pas le discuter. En revanche, si on regarde en termes de durée de vie et en termes de LCOS, je dirais qu'il n'y a pas photo. Moi, j'ai des exemples en Nouvelle-Calédonie d'infrastructures de stockage qui sont déployées. La durée de vie, c'est 12 ans. Donc 12 ans, donc, on remplace un système de stockage sur le réseau électrique en Nouvelle-Calédonie. C'est un CAPEX récurrent. Parce qu'en l'espace de 12 ans, ce système, il aura perdu la moitié de sa capacité. Ce dont je parle, moi, c'est d'un système, une infrastructure, un petit peu comme les steppes. D'ailleurs, souvent, dans notre procédé, on le compare à des steppes thermiques. La durée de vie, c'est plus de 40 ans. Et là, au niveau du LCOS, eh bien, je suis désolé, mais c'est imbattable. On atteint des LCOS qui sont plus bas que ceux des batteries parce qu'on compte le remplacement. Et le remplacement, sur la durée de vie de nos systèmes, votre système de batterie, vous l'avez remplacé 4 fois. Merci. Je reviens vers la salle. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a le micro, je ne sais plus où. Là, bonjour. Allez-y alors. Bon, merci à tous pour vos présentations. Axel Strang, anciennement à la DGEC, maintenant côté étape, une filière de Schneider Electric sur la simulation des systèmes électriques. Alors, j'avais une question, il n'y a pas RTE, c'est dommage, mais j'ai peut-être plus une question pour Didier ou pour EDF. On a parlé beaucoup de développement de stockage pour des raisons économiques de marché. Moi, j'adore qu'on reparle des STEP et des KS parce que l'idée initiale, c'était la sécurité du système pour le Black Start. Et vu ce que moi, j'observe en Californie, en Australie, avec des forts développements, notamment de photovoltaïque, et donc, voilà, des duck curves, des enjeux systèmes colossaux, parce que voilà, il y a des changements très, très forts. Je me pose la question si nous, en France, notamment avec ce qui s'est passé en Espagne, il ne faut pas relancer un sujet sur nos capacités de résilience du système électrique par rapport à des choses qui vont arriver de plus en plus sur le système. Parce que des problèmes de tension sur le réseau lié à du photovoltaïque, je sens que ça va arriver de plus en plus souvent. Et donc, au-delà des services systèmes, marché primaire, est-ce qu'il y aura un besoin en France d'aller encore plus loin pour maintenir la fiabilité du système? Qui se lance? Didier? Bonjour Axel, tu as tout à fait raison, c'est une question pour RTE. Je pense que le sujet est surtout européen. Il faut raisonner au niveau de la zone synchrone continentale, ces aspects-là. C'est dommage que NSOE y travaille pas suffisamment. J'ai l'impression que chaque gestionnaire de réseau de transport travaille dans son coin. RTE y réfléchit, mais il va dire demain, s'il y a un afflux de production d'Espagne, il va falloir que je gère et on va m'accuser qu'il n'y a pas assez d'interconnexion. Tu vois, donc le sujet pour moi est d'abord européen avant d'être franco-français. C'est pas pour ça qu'il faut pas l'étudier. Et tu as raison quand on regarde la Californie avec ce système de duck curve, les conséquences de l'arrivée massive de la production photovoltaïque, il y a eu un trou dans la journée avec la création de 2 pointes, une pointe le matin et une pointe en fin de journée, et des pointes très importantes. Donc il y a ce problème de creux dans la journée, mais il y a aussi ce problème de pointe qui devient très conséquent. Il faut absolument avoir là des outils pour pouvoir faire passer ces pointes, avec des rampes, quand tu regardes, qui sont aussi très, très importantes. Donc oui, il y a ce sujet. Je pense que c'est d'abord un sujet européen avant d'être un sujet national. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'étudier. Jean-François, tu veux réagir? Juste pour mettre l'accent sur ce que tu viens de dire, Axel, effectivement, aujourd'hui, les entreprises, celles qui viennent nous voir en tout cas,
elle passe d'une logique de performance à une logique de résilience. Ça ne veut pas dire que quand on est résilient, on n'est pas performant, mais la résilience prend un poids considérable. Et c'est vraiment une motivation très très forte lorsque ces entreprises qui consomment de l'électricité, qui ont du foncier, qui ont une production solaire sur leur site, eh bien, elles cherchent à utiliser cette production solaire pour leurs propres besoins et être résilientes. C'est le cas de la SNCF, par exemple. Une autre... Pardon, je vais juste compléter. C'est un point sur la question française. Alors, je suis loin d'être un spécialiste du réseau, mais j'ai échangé avec nos experts réseau côté R&D et sur les enseignements du cas espagnol. Et je crois que l'un des points qui a été souligné, c'est la question de l'inertie du système. Et en France, on a un potentiel. Hein, on a effectivement beaucoup d'inertie liée aux centrales thermiques, aux centrales hydrauliques, aux centrales nucléaires. Et je pense que c'est un atout et il faut être vigilant effectivement à conserver cet atout en France. Merci. On prend une autre question, donc la personne qui a le micro là-bas. Oui, bonjour. Philippe Detour, Déméter. J'ai deux questions. Une rapide peut-être pour Yannick Pesson sur tout ce qui est innovation dans le stockage. Je ne crois pas que vous ayez évoqué les systèmes de stockage liquide que des sociétés comme Chemiwatt, par exemple, peuvent développer. Donc, intéressé d'avoir votre point de vue là-dessus. Et j'ai une deuxième question qui est plus liée aux limites du marché du stockage, potentiellement, à la fois économique et physique. C'est-à-dire qu'on se réjouit du fait que la régulation du système, notamment tout ce qui est régulation de fréquence, est permis par le stockage, mais on voit en effet que les prix baissent beaucoup et donc la rentabilité des actifs de stockage, elle va en baissant et donc il faut aussi rendre d'autres services et les autres services, c'est notamment tout ce qui est déplacement de la courbe d'injection en faisant de l'hybridation justement PV par exemple ou éolien plus stockage. Et là on voit, on parlait de la Californie, il y a certaines géographies où on voit que ce phénomène des heures négatives a été assez fortement lissé du fait d'investissements massifs dans le stockage. Et du coup, la question, c'est, sur la France et l'Europe, est-ce que vous voyez des limites à ce développement du marché du stockage? Est-ce qu'il va y avoir un mécanisme un peu de compensation du développement du stockage qui va venir ralentir ou limiter ce phénomène d'heures négatives, mais du coup qui va reposer la question de la rentabilité de l'investissement dans le stockage? Je vais vous répondre donc sur la partie batterie stationnaire redox flow, votre question sur Chemiwatt. Donc, effectivement, nous avons travaillé sur ce sujet. C'est un sujet très intéressant, hein, les batteries redox flow. On a mené des recherches pendant un certain temps. Aujourd'hui, on a arrêté ces recherches. Alors, pour plusieurs raisons, c'est qu'on ne peut pas non plus tout faire. Nous, on se concentre sur un certain nombre de sujets. On l'avait regardé, on avait essayé de faire un peu de nouvelles innovations et on avait fait le choix à un moment que on n'avait pas suffisamment de propositions nouvelles, si vous voulez, à faire sur ces sujets-là. On avait aussi travaillé avec Chemiwatt pour répondre à votre question. Aujourd'hui, on s'est recentré sur les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, mais ça reste un sujet intéressant, mais nous, on n'a plus de R&D là-dessus. Voilà. Oui, vous posez la question de la valorisation des actifs de stockage sur les réserves primaires et secondaires. Alors, nous, on n'y est pas, et pour une bonne raison. Parce que ce sont des marchés qui sont très peu profonds. Il n'y a pas de profondeur de marché là-dessus. Elles sont saturées et ce sont des marchés qui se cannibalisent. Et c'est bien la raison pour laquelle on n'y est pas. En revanche, si vous allez sur des problématiques d'entreprise industrielle, des gens qui ont des visions long terme, je peux vous dire que la profondeur de marché, c'est autre chose. Si vous allez sur des mines, par exemple des mines en Afrique, des mines qui utilisent des groupes électrogènes pour produire leur électricité, le besoin de stockage lorsqu'on fait des simulations sur ce type de site, ce sont des gains énormes, d'autoconsommation, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont dans des zones dans lesquelles ils peuvent avoir des centrales solaires et ils peuvent stocker l'électricité qu'ils veulent avec des moyens de stockage importants, des moyens de stockage adaptés. Et à partir de ce moment-là, même les mines, elles peuvent aussi s'électrifier. Et donc, la profondeur de marché en dehors des services systèmes, elle est énorme. Et là, ce n'est pas un marché qui se cannibalise. Et c'est bien pour ça qu'on n'y est pas.
Je vais prendre une question en ligne avant de revenir vers la salle. C'est une question d'Isabelle Maillot qui demande donc comment il faut éduquer, accompagner et motiver les consommateurs. Et je vais peut-être démarrer, avec Didier pour cette question. Pas une question simple non plus. C'est pas très simple parce que, comme l'a dit Jean-François, malheureusement, on a développé des systèmes de comptage évolués, intelligents, très performants. Même ça a été relevé par la Cour des comptes. Donc, comme quoi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas assez utilisé. C'est pas assez utilisé. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'il y a énormément d'informations qui sont disponibles à partir de ces dispositifs de comptage et les gens les utilisent pas. C'est ça qui est un peu dommage. Qui sait que dans le compteur, on relève tous les jours la puissance maximale. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Il suffit de regarder sur une longue période quelle est ma puissance maximale pour pouvoir essayer de définir à quel niveau je mets ma puissance souscrite. Voilà, et rien que là, je peux déjà faire un gain. Je peux faire un gain sur ma facture, sur la part fixe de ma facture, mais je peux faire aussi un gain vis-à-vis des gestionnaires de réseau parce que ils vont agréger toutes ces puissances souscrites pour dimensionner leurs infrastructures. Et là, c'est la collectivité qui va bénéficier de moindres investissements pour fournir ces puissances souscrites qui sont jamais utilisées. Donc c'est un exemple, mais dans le comptage, il y a énormément de fonctionnalités qui aujourd'hui ne sont pas du tout utilisées. On va dire, mais pourquoi elles ne sont pas utilisées? Soit parce que le prix d'électricité n'est pas assez cher. Peut-être aussi, c'est que les gens ne regardent pas leur facture, ils ne regardent pas la façon dont ils consomment, donc ils ne modifient pas leur comportement. Donc il faut peut-être revenir en 2021-2022 avec des prix d'électricité très, très hauts, supprimer les tarifs réglementés de vente d'électricité. Alors c'est pas la commission, c'est Didier Lafaille qui l'a dit. Donc supprimer les tarifs réglementés de vente d'électricité, voilà. Et puis mettre un peu de prix spot dans la fourniture, voilà. Et puis là, les gens, ils seraient peut-être incités à consommer au bon moment, hein. Merci. Je reviens vers la salle. Je crois qu'il y a d'abord le micro là-bas et je vois le monsieur aussi là-bas qui lève la main. Oui, bonjour, Thomas Basset, Accéléron. J'aurais une question. On a parlé de stockage sous forme électrique, mais aujourd'hui, une grande partie de la consommation, elle est liée à de la chaleur. Est-ce qu'on ne doit pas trouver aussi une balance entre du stockage électricité tout heat ou les caisses et un stockage de chaleur? Parce que avec ça, on descend grandement le besoin réel. Et c'est peut-être déjà par ça qu'on peut commencer. Peut-être une réponse rapide. C'est vrai qu'aujourd'hui, on raisonne en matière énergie en silos. D'un côté l'électricité, de l'autre côté le gaz, de l'autre côté la chaleur. La CRE ne régule pas la chaleur. Demain, même les réseaux, mais il y en a déjà, les réseaux de climatisation, voire après-demain d'hydrogène, encore un peu plus loin les réseaux de transport de CO2. On raisonne en France qu'en silos, alors qu'il faut avoir une vision multi-énergie. Qu'est-ce que je peux produire localement? Qu'est-ce que je consomme localement? Voilà. Pierre, je crois que vous vouliez compléter. Oui, merci. Effectivement, sur le stockage de chaleur, je pense que c'est un sujet qui n'a pas été assez regardé. Alors qu'il y a clairement un potentiel. On le voit aujourd'hui chez les industriels. Par exemple, les industriels qui utilisent de la vapeur. Aujourd'hui, pour produire de la vapeur, je suis industriel, je vais utiliser du gaz naturel qui est largement fossile, donc très émetteur de CO2, alors que on commence à voir apparaître des solutions où finalement, avec des résistances électriques, on peut faire du stockage, alors aux heures creuses, on peut faire du stockage thermique et utiliser ce stockage pour faire de la vapeur. Et donc, c'est un moyen économique pour les industriels de décarboner. Et ça, c'est un sujet finalement... Alors, sur les technologies finalement qui sont connues depuis un certain temps, alors certes qui s'améliorent, mais on voit que économiquement c'est un sujet qui est nouveau et qui commence à émerger. Et je pense qu'il a effectivement un très gros potentiel de développement en France et c'est un très grand levier d'électrification et donc de décarbonation. Merci. On poursuit avec le monsieur. Là. Merci François Desmarques, responsable énergie à la Fabrique écologique. Je voudrais revenir dans l'esprit de désilotage là qui nous anime en ce moment sur la question du véhicule électrique. Si on se projette à 2050,
il y a 50 kWh de stocké dans chaque véhicule électrique, en gros. Et aujourd'hui, il y a 32 millions de véhicules légers sur le territoire national. En 2050, on aura 30 millions, quoi. Il restera peut-être 2 millions de véhicules thermiques. Bon, on n'est pas à quelques millions près. 30 millions de véhicules par 50 kWh de capacité de stockage, ça fait 1500 gigawattheures de stockage. Donc, je dirais que on ne parle pas assez de cette ressource immense en stockage qui nous sera fournie gratuitement, je dirais. Parce que l'investissement aura été réalisé par les personnes privées qui achètent les véhicules. Bon, donc l'investissement en stockage, il sera fait. Les matériaux, ils auront été consommés, ils auront été investis, ils seront sous les capots des voitures et on n'aura pas besoin de mobiliser des matériaux chers et avec des impacts environnementaux importants en plus. En termes de raccordement, on aura une infrastructure de raccordement pour la recharge des véhicules électriques. Si on se débrouille bien, on doit pouvoir quand même faire en sorte qu'elle serve un petit peu dans l'autre sens. Donc je dirais que on n'en parle pas du tout assez et je pense que il faudrait une politique nationale très très claire et très volontariste pour développer le vehicle to grid. Et puis dans le même esprit, je voudrais revenir sur la question des consommateurs individuels qui a été évoquée suite à ce qu'a dit d'ailleurs Monsieur Lafaille. Le compteur Linky, c'est pas seulement mesurer sa puissance maximale ou permettre, comme les anciens compteurs d'ailleurs, de faire du heure pleine, heure creuse sur les chauffe-eau. Le compteur Linky permet d'avoir 10 plages de tarifs sur lesquels on va mesurer des consommations. Et donc, une des solutions pour mobiliser les consommateurs, c'est d'avoir des tarifs dynamiques. Dynamique pas à la seconde et pas en suivant aveuglement toutes les pointes et les creux d'un marché instantané, mais d'avoir des tarifs qui soient conçus avec 10 niveaux tarifaires connus la veille pour le lendemain et passant par des boîtiers automatisés. Précisez votre question là maintenant. Alors ma question, c'est pourquoi est-ce que aujourd'hui il y a une réticence dans les pouvoirs publics? Alors je sais bien que le médiateur de l'énergie a pris des positions, la CRE en a pris aussi, sur le développement de tarifs dynamiques qui fassent effectivement une optimisation de l'utilisation du compteur Linky. Et puis pourquoi on ne fait pas plus sur le vehicle to grid? Merci. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre? Sur le véhicule to grid, avant de penser au véhicule to grid, pensons déjà au pilotage de la recharge. Ça, c'est la priorité. Évitons tous de recharger notre véhicule à 19h au moment où je rentre à mon domicile. Donc, ce qu'on appelle le V1G. Par contre, personnellement, je crois que d'abord, ce qui va se développer, c'est le V2H, le véhicule to home. C'est-à-dire que je suis en opération d'autoconsommation, j'ai ou la chance ou pas d'avoir du stockage, j'ai cette batterie, et là vous avez tout à fait raison, qui peut être utilisée. Si mon véhicule reste à mon domicile, il peut être chargé dans la journée parce que j'ai la production photovoltaïque, et cette énergie est restituée, du moins une part, être restituée le soir au moment où j'en ai besoin, vraiment besoin. Donc plutôt le V2H. Après, le V2B, building, éventuellement, s'il y a des flottes en autopartage, par exemple, avant le véhicule to grid, le V2G. Par contre, il y a des contraintes. Il faut que le véhicule soit à l'arrêt. Il faut que le véhicule soit raccordé au réseau électrique. Il faut que la borne soit bidirectionnelle. Et surtout que le véhicule soit aussi bidirectionnel. Et quand je vois aujourd'hui les constructeurs de véhicules, à part les Japonais, les Français, il y a la Renault 5, vous allez me dire, mais qui coûte un petit peu plus cher si vous voulez avoir un véhicule to grid. Et en plus, on vous impose un fournisseur. Donc, vous n'avez pas aujourd'hui la possibilité d'avoir un standard où tous les véhicules peuvent être pilotés sur n'importe quelle borne par un agrégateur, un fournisseur d'énergie, etc. Donc, oui, tout à fait. Voilà. Donc, véhicule to grid, oui, mais peut-être pas tout de suite. Jean-François. Oui, j'avais juste un complément aussi sur le véhicule to grid. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Didier. Il y a un point, il y a eu une thèse en fait sur le sujet qui avait été présentée chez RTE il y a quelques années. C'était sur l'analyse des gains pour le consommateur. Quels étaient les gains sur le consommateur? Alors, je me souviens assez bien des
de l'estimation qui avait été faite, c'était environ 80 € par an. Alors, pour 80 € par an, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, un consommateur est motivé pour mettre son véhicule au service du système électrique? J'en suis pas certain. Merci. Il y a un monsieur qui a le micro là-bas, donc je vais lui donner la parole. Je prendrai une dernière question après et ce sera la fin de la période de questions. Merci beaucoup. Bonjour, Dave Dornbusch, je suis essentiellement développeur solaire aujourd'hui. Avant de vraiment poser ma question, je vais micro-répondre à mon ami Jean-François avant. Dans le monde de la batterie, il y a l'aspect économique, mais il y a un aspect sécurité qui est incroyable. La moitié des gens qui viennent nous voir pour acheter des batteries, c'est d'abord pour de la sécurité. Et ça se quantifie pas forcément avec zéro. Mais sinon, je vais un peu poursuivre la question du monsieur avant, qui est la question réglementaire et politique. En France, on a plus ou moins installé 1 million de kits solaires chez les particuliers avec 0 batterie ces dernières années. Les Allemands en ont installé 4 ou 5 millions, la moitié avec des batteries. Et le million de kits solaires français sans batterie va poser pas mal de soucis prochainement, mais enfin voilà. Les développeurs solaires aujourd'hui ne savent pas s'ils peuvent mettre des batteries ou pas. Et ça pourquoi? Parce que dans la grande tradition française, plutôt que de développer, on a créé une réglementation ultra tatillonne qui est juste là pour s'assurer que les gens vont pas faire du mal, en clair, qu'ils vont pas acheter du courant sur le réseau et le revendre à travers leur batterie. C'est l'essentiel du sujet aujourd'hui en France. Ça n'a pas été abordé jusqu'à présent. Donc, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de lever un peu ce genre de réglementation et de se lancer dans du vrai développement plutôt que de vouloir absolument, pour la 1000e fois, réglementer. Merci pour votre question. Comme on a différents regards ici, j'attends de voir qui va lever la main. Est-ce que ce sera le côté régulateur, côté industrie? Didier, je vous sens parti. Alors, je vais donner mon expérience professionnelle. Lorsque je suis arrivé à la commission de régulation de l'électricité, vous voyez, dans le cadre de l'ouverture des marchés, donc en 2000, il y avait quoi? Il y avait la loi de transposition de la directive sur l'ouverture des marchés, la loi du 10 février 2000, avec une 50aine d'articles. Aujourd'hui, il y a combien d'articles dans le Code de l'énergie? Vous demandez à ChatGPT, il n'est pas capable de le calculer, parce qu'il vous dit que ça évolue en permanence, sans compter la partie réglementaire. Et surtout, ce qui a changé dans ce monde de l'énergie, c'est qu'avant, tout ce qui n'était pas dans la loi était autorisé. Maintenant, tout ce qui n'est pas dans la loi est interdit, malheureusement. Donc, lorsque vous voulez faire une innovation, c'est pas dans la loi, c'est interdit. Alors, vous savez qu'est-ce qu'on a fait à la CRE? Un jour, mon président, il me dit, Didier, on m'interpelle en permanence, il y a des gens qui ont fait de l'innovation, ça marche pas, on leur a interdit de la faire parce que c'est pas dans la loi. On a mis en place un bac à sable réglementaire pour déroger à la loi et au règlement. Vous vous rendez compte? On a tellement de contraintes réglementaires qu'on est obligé de dire à un moment donné, il faut quand même donner des dérogations. Donc, à titre personnel, oui, je suis d'accord avec vous. Il y a trop de lois, trop de règlements. Merci. Je donne juste la main donc, pour une dernière question. Bon, merci. Donc Emmanuel Monceau, IFPEN, Vendéen. Alors, n'y voyez aucune connotation politique, monsieur le sénateur, mais je vais poser une question sur la souveraineté. Et j'aimerais poser la question au quintoir, donc en incluant aussi le politique. Voire même au sextoire, parce qu'il y a des fonds d'investissement. J'ai compris qu'il y avait un certain consensus pour dire qu'on avait besoin d'un mix de façon de stocker notre énergie, depuis la Batrum Lignon jusqu'au STEP et en passant par les stockages intermédiaires, on va dire. Et qu'on avait en France et sans doute en Europe tout pour bien le faire. On a loupé, je pense, l'histoire du PV. Du moins en termes de fabrication. Ma question est, et notamment sur la partie stockage intermédiaire, où les TRL, on a besoin aujourd'hui de passer à l'échelle pilote et d'avoir des pilotes peut-être sur des ZNI ou ailleurs. Comment collectivement l'État, les fonds d'investissement, les innovateurs, les start-upers, les grands groupes et la réglementation peuvent s'organiser
pour faire en sorte de faire des proof of concept qui font sens et qui nous permettent de reprendre l'avantage en France, en Europe et au niveau international. Voilà. Et je mets ça en perspective aussi par rapport à la mission toute récente Levituo et de la PPE. Comment on peut s'organiser pour être sûr de faire ces proof of concept. Voilà. Merci Emmanuel. Est-ce que quelqu'un se lance sur cette dernière question? Jean-François? C'est une bonne question. Je peux parler de ce que l'on fait. Tu as tout à fait raison lorsque les EDENI, il ne faut pas se limiter aux EDENI. Je parle plus largement des zones autonomes, mais pour nous, ce sont des marchés précoces. La profondeur de marché, on va la chercher ailleurs. Comme l'a souligné Didier, les coûts de production du mégawattheure sont extrêmement élevés dans ces zones-là. Donc ça laisse beaucoup de place à l'innovation. Nous, on travaille depuis plusieurs années régulièrement avec ces régions. On accède avec des acteurs industriels qui sont présents sur la région. On a fait un certain nombre de simulations. On travaille également avec des représentants de la DEAL, en fait, qui sont implantés dans ces régions. On identifie des sites et des cas d'usage. Et on a tous les modèles économiques là-dessus. J'ai parlé tout à l'heure d'un temps de retour sur investissement de 4 ans dans ces régions. Donc c'est extrêmement intéressant. Il faut mobiliser dans le triangle d'or de l'innovation ou le carré d'or de l'innovation quand on inclut le réglementaire. Il faut aussi injecter de l'argent et les investisseurs ont en effet leur place à jouer. Nous, on a des partenariats avec des grands industriels qui visent à nous aider à déployer. On a besoin aussi des investisseurs pour prendre une partie de la responsabilité. On a le FNA, le Fonds national d'amorçage, qui est piloté par BPI Investissement. On a France 2030. On a quand même une boîte à outils très importante en France pour réaliser ce type de projet. Il faut les mobiliser. Yannick, tu auras le mot de la fin? Je voulais juste souligner le fait que l'importance d'avoir des pilotes ou des démonstrateurs, parce que ça permet de valider le passage à l'échelle. Stolect en fait un à Rennes, donc c'est intéressant à souligner. Je crois qu'on est vraiment dans cette étape où il faut fédérer les efforts pour faire des pilotes et des démonstrateurs. Merci beaucoup. Je vais d'abord m'excuser parce que je n'ai pas pu prendre toutes les questions dans la salle. Alors ceux qui sont dans la salle auront encore la possibilité de discuter avec nos intervenants après ce rendez-vous. Je m'excuse aussi vis-à-vis de ceux qui sont en ligne. Là aussi, il y avait énormément de questions, impossible de tout prendre. Mais en tout cas, toutes ces questions ont montré, je dirais, la richesse du débat et également surtout l'importance de ce sujet. Un sujet donc qui nous concerne tous, pas seulement les industriels, pas seulement les régulateurs, pas seulement les start-upers, pas seulement non plus la recherche, mais tout le monde, nous tous les consommateurs. Je voudrais qu'on applaudisse à nouveau nos intervenants. Merci à eux d'avoir partagé leur expertise avec nous. Merci à vous pour vos questions. Je ne vous annonce pas le prochain rendez-vous qui aura lieu dans 6 mois, parce que je ne connais pas encore le sujet de ce prochain rendez-vous. Mais en tout cas, d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir.